La crise financière et économique force Louis XVI à trouver de nouvelles sources de financement. D'une part, le tiers-État a atteint ses limites financières et de l'autre, les nobles refusent de renoncer à leurs privilèges. En 1788, face à la crise que traverse le royaume et incapable de réformer la fiscalité, le roi Louis XVI convoque les États généraux. Les États généraux étaient des assemblées convoquées exceptionnellement par le roi lors d'événements majeurs, des guerres, crises financières ou politiques. Un tiers des députés représentaient le clergé, un autre tiers la noblesse et le dernier tiers le tiers-État, soit le 97% de la population. Proportionnellement, le tiers-État était ainsi largement sous-représenté. Si le but du roi était de faire accepter ces taxes, il en allait tout autrement pour la population. Dans les campagnes, les élections des députés ouvrent de nombreux débats politiques. C'est que les paysans espèrent d'améliorer leurs conditions grâce à l'abolition de certains privilèges de la noblesse. Quant aux bourgeois, ils espèrent établir l'égalité des droits et l'instauration d'une monarchie parlementaire. Certains nobles acquis aux idées des Lumières soutiennent cette volonté de réforme, comme le bas clergé qui est conscient des difficultés de la population. Les discussions sont animées. Une multitude de journaux voit le jour pour relayer les débats. Chaque ordre a le droit à un nombre égal de députés. Le tiers-État, qui représente 97% de la population, a le même nombre de députés que le clergé ou la noblesse. Les représentants du tiers-État sont composés uniquement de députés bourgeois. Aucun paysan n'y est représenté. Les États généraux se réunissent en 1789, un an après leur convocation par Louis XVI. Chaque ordre a rédigé un cahier des doléances regroupant ses demandes et ses plaintes. Mais le roi et ses ministres ne sont préoccupés que par l'état des finances et ne désirent introduire aucune réforme. Après une année de campagne électorale animée, la déception des députés est grande. Les députés du tiers-État sont particulièrement mécontents et exigent une augmentation du nombre de leurs délégués, considérant qu'ils représentent la majorité de la nation. Après près d'un mois de discussions infructueuses, les députés du tiers-État décident contre la volonté du roi de se séparer des deux autres ordres. Avec quelques députés de la noblesse et du clergé, le tiers-État se regroupe et se proclame Assemblée nationale. Ils font acte de souveraineté en matière d'impôts et décident d'élaborer une constitution limitant les pouvoirs du roi. La souveraineté réside désormais non plus dans la personne du monarque, mais dans la nation qui l'exerce par l'intermédiaire des représentants qu'elle se choisit. Dans un premier temps, le roi s'y oppose. Mais devant la volonté du tiers-État, soutenu par le bas clergé et quelques nobles, il cède et demande à tous les députés de la noblesse et du clergé de rejoindre l'Assemblée nationale qui devient l'Assemblée constituante. Elle a pour principale mission de rédiger le texte de la Constitution et de transformer le régime absolutiste en une monarchie constitutionnelle. Elle mettra 2 ans pour y parvenir. Le roi a accepté contre-cœur la création de l'Assemblée constituante. Il sent son autorité menacée et croit la restaurer en rappelant les troupes à Paris et en renvoyant Necker, son premier ministre, jugé trop en faveur des réformes. La nouvelle se répand que les armées du roi vont attaquer Paris. Des émeutes éclatent. La population pille les arsenaux et le 14 juillet 1789 prend de force la prison royale de la Bastille, symbole de l'arbitraire du pouvoir absolu qui permet d'embastiller sur une lettre de cachet qui bon lui semble. En commémoration de la prise de la Bastille, le 14 juillet est devenu la date de la fête nationale française. Louis XVI cède à la pression populaire.
Il renvoie la troupe hors de Paris et rappelle Necker. Mais déjà, les milices armées s'organisent en garde nationale et Lafayette, héros de la Révolution américaine, prend son commandement à leur tête. Le mouvement de révolte s'étend à toute la France. Les arsenaux sont pillés, des milices populaires se lèvent en grand nombre. Les campagnes et les paysans attaquent les seigneurs locaux et pillent leurs domaines. Les rumeurs qui courent sur la violence commise, l'agitation et le désordre général engendrent la grande peur. La noblesse, et parmi elles les proches du roi, cherche refuge hors du pays. Cette fuite accroît la méfiance de la population envers la monarchie qu'elle soupçonne de préparer secrètement des alliances aristocratiques avec l'étranger. Quelques semaines après la prise de la Bastille, le 4 août 1789, l'Assemblée constituante vote l'abolition des privilèges, non sans offrir une compensation financière aux ordres privilégiés. Cette abolition opère une nouvelle répartition des richesses et des classes sociales et aura une grande répercussion sur l'évolution économique de la France. Le 26 août, l'Assemblée constituante vote un texte qui marquera tous les mouvements révolutionnaires d'Europe, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce document servira de cadre à la future Constitution. Les droits de l'homme sont directement inspirés des idéaux des Lumières. On y affirme la liberté individuelle et l'égalité des droits. Elle dessine les contours d'un ordre social novateur à l'opposé de l'Ancien Régime. Les droits de l'homme sont reconnus à tous et l'universalité des idéaux de la Révolution sont affirmés. Les droits des citoyens se rapportent à la citoyenneté française. Les Français ne sont plus des sujets du roi, mais des citoyens libres. Par ces termes, la déclaration souligne la volonté des révolutionnaires de doter le pays d'une constitution qui garantit des droits à tous ses habitants et fait de la France un État de droit. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Bien qu'il semble se résoudre à accepter la nouvelle constitution, le roi croit encore pouvoir restaurer son autorité. La rumeur populaire court que les régiments, fidèles au roi, complotent pour son retour et que son entourage organise la pénurie de farine pour affamer la population. En octobre 1789, une foule, majoritairement composée de femmes, se rend à Versailles. Elles réclament du pain. Elles exigent aussi le retrait de l'armée qui protège la personne du roi et son remplacement par la garde nationale. Et enfin, pour mieux contrôler les agissements royaux, elles réclament que le roi et sa famille quittent Versailles pour loger à Paris. Sous la pression, le roi accepte de se rendre au palais des Tuileries à Paris. Les royalistes jugent dès lors que le roi est prisonnier des révolutionnaires. À la fin des années 1791, l'Assemblée vote le texte définitif de la Constitution. Le roi reste toujours à la tête de l'exécutif, mais son pouvoir est fortement limité. Les lois seront votées par une assemblée législative élue au suffrage censitaire. La justice sera rendue par des tribunaux élus par un vote et sur la base de lois écrites. La France est désormais une monarchie constitutionnelle. La Constitution de 1791 prévoit une assemblée législative élue au suffrage censitaire, ce qui veut dire que seuls les hommes de plus de 25 ans qui payent le cens, un impôt équivalent à 3 jours de travail, peuvent voter. Le suffrage censitaire exclut de fait les 2 tiers de la population, dont la totalité des femmes.
L'Assemblée vote aussi la constitution civile du clergé. Par ce texte, le clergé est soumis directement à l'autorité de l'État, les prêtres deviennent des fonctionnaires et sont payés par le gouvernement. Cette décision entraîne l'opposition du pape et la rupture avec l'Église catholique. La population en majorité catholique s'en trouve aussi divisée. Plusieurs raisons expliquent l'échec de la monarchie constitutionnelle française. Les difficultés institutionnelles d'abord. Si la Constitution de 1791 sépare les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, toutefois, les incohérences qu'elle contient sont source de conflits. Par exemple, la Constitution ne prévoit rien en cas de désaccord entre les différents pouvoirs. Ainsi, le roi utilise son droit de veto pour retarder les travaux du pouvoir législatif. Le fossé se creuse entre le roi et l'Assemblée. Puis, la radicalisation de la Révolution. Pour beaucoup, maintenir une monarchie, même constitutionnelle, présente des risques. On se méfie de l'entourage du roi. La reine Marie-Antoinette, par exemple, est soupçonnée de chercher l'aide des puissances étrangères. La colère atteint son comble quand Louis XVI et sa famille semblent justifier les craintes populaires en tentant de fuir la capitale. Reconnus à Varennes, ils sont ramenés de force à Paris. Il y a aussi la division de l'Assemblée législative. Deux courants s'affrontent à l'Assemblée. Les feuillantes, majoritairement des monarchistes constitutionnels, sont des modérés, favorables à l'application de la nouvelle Constitution. À l'opposé, les jacobins sont des radicaux et veulent en finir avec la monarchie, quelle que soit sa forme. Et finalement, la guerre avec l'Autriche. L'Autriche et la Prusse s'inquiètent des avancées de la Révolution française et des exemples qu'elle pourrait susciter. Leurs déclarations contre-révolutionnaires sont perçues comme des menaces par l'Assemblée législative. De plus en plus de députés sont acquis à la guerre contre ces puissances monarchiques, y voyant un moyen de répandre la Révolution à travers l'Europe. Robespierre, Danton et une minorité insistent sur l'idéal pacifique de la Révolution et la crainte plus dommageable de l'ennemi intérieur. Quant au roi, il soutient la guerre et compte sur la désorganisation des troupes françaises pour hâter la victoire des alliés royalistes et la restauration de l'Ancien Régime. En avril 1792, la guerre est déclarée. Les débuts de la guerre contre l'Autriche et la Prusse sont difficiles pour les conscrits français, activement enrôlés et désorganisés, face à l'armée prussienne et autrichienne qui marche sur Paris. Selon la rumeur populaire, la défaite est due aux officiers restés fidèles au roi. En août 1792, la Révolution semble menacée et la pression populaire contraint l'Assemblée législative à emprisonner le roi et sa famille. Il sera guillotiné 6 mois plus tard. La monarchie est abolie. La Constitution de 1791, qui prévoyait une monarchie constitutionnelle, n'a plus de raison d'être. La législative prononce sa propre dissolution et prévoit la convocation d'une convention chargée de rédiger une nouvelle constitution.